J'ai le plaisir d'ouvrir la dernière séance de ce semestre du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie. Et aujourd'hui, nous accueillons deux chercheurs de l'Institut d'études européennes de l'Université Jagiellon, Agnieszka Sadecka et Elodie Tevenin, qui vont aborder le sujet suivant: le populisme polonais et la pandémie de Covid-19, représentation de la crise dans les hebdomadaires de droite. Je voudrais dire que cette séance s'inscrit dans la lignée du mini-grant for You, Europe centrale face à la pandémie, et de sa publication, les deux dirigés au centre par ma collègue Kinga Torbicka, qui a aussi eu l'idée d'organiser cette séance. Donc, un grand merci à Kinga. Je vous présente brièvement nos invités. Tout d'abord, Agnieszka Sadecka, qui a fait son doctorat à l'université Eberhard Karls de Tübingen en Allemagne et à l'université Nehru de New Delhi en Inde. Et elle est maintenant chercheure en études culturelles et littéraires à l'Institut d'études européennes de l'Université Jagiellon, où elle mène notamment ses recherches dans le cadre du projet intitulé Rébellion populiste contre la modernité dans l'Europe de l'Est du XXIe siècle, néo-traditionnalisme et néo-féodalisme, qui fait partie du programme Horizon 2020. Et sa collègue Elodie Tevenin est doctorante en sciences politiques à l'Université Jagiellon, et elle travaille également à l'Institut d'études européennes de l'Université Jagiellon en tant qu'assistante de recherche sur le projet européen Différenciation, dominance et démocratie en Union européenne, aussi dans le cadre du programme Horizon 2020. Elle prépare son doctorat autour du sujet des débats sur l'immigration dans les parlements nationaux et le Parlement européen en relation avec le développement de l'intégration européenne. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous passe tout de suite la parole. Merci à vous de nous avoir invités. Donc, je vais commencer par présenter, puis après, Agnieszka parlera plus de l'analyse et des résultats. Donc, on est vraiment ravis de présenter ici nos recherches donc, sur le populisme en Pologne et sur la crise du Covid-19. Et ces recherches sont en partie fondées donc, sur le projet de recherche sur lequel Agnieszka travaille, qui s'appelle Pop Rebel, donc qui se focalise sur le populisme en Europe de l'Est. Je cherche à changer de slide. Est-ce que ça fonctionne? Oui. C'est très bien. Donc, la pandémie de Covid-19 représente un vrai défi à l'échelle mondiale et je pense qu'on l'a tous remarqué et vécu. C'est une crise vraiment complexe qui est difficile à prévenir et à prévoir, notamment car elle évolue très vite avec les variants, les vaccins, etc. C'est une crise en plusieurs étapes, mais qui montre vraiment que c'est difficile d'un point de vue politique à gérer. Et ça représente un vrai défi pour les acteurs politiques. On peut s'attendre à ce que toute politique publique, et encore plus quand il s'agit de santé publique, que ces politiques soient fondées sur la science et sur des données scientifiques qui sont certaines. Or, la pandémie a montré que ce n'est pas toujours le cas. Entre contestation donc, de données scientifiques et la multiplication des théories du complot, il y a vraiment une espèce de remise en question de la science et la crise du Covid-19 interroge sur cette place de la science dans la sphère politique et en tant que fondement de politique de santé publique. Cette défiance à la science, on l'a vu
sur différents niveaux, mais elle est d'autant plus vraie quand il s'agit de partis populistes qui ont une plus forte tendance à remettre en cause la science à des fins et pour des positions plus idéologiques. Donc, nos recherches se focalisent sur la Pologne comme étant un pays ayant un parti populiste au pouvoir. Donc, le fait que le parti populiste soit au pouvoir influe en plus, change la donne dans la gestion de la crise, car non seulement il s'agit pour un parti populiste de s'adresser au peuple, mais aussi de prendre des mesures contre la crise et potentiellement des mesures qui sont parfois impopulaires quand il s'agit des restrictions sanitaires. Donc, nos recherches se focalisent sur la représentation de la crise sanitaire en Pologne à travers une analyse des premières de couverture des hebdomadaires de droite et notamment sur le rapport entre populisme et science. Donc, nos questions de recherche principales sont comment la crise sanitaire en Pologne est-elle représentée, de quelle façon le peuple polonais est-il évoqué et quelle est la place donnée à la science face à la crise sanitaire du Covid-19. Donc, dans un premier temps, je vais parler des concepts clés de notre recherche et notamment du populisme et de son rapport à la science. Et ensuite, Agnieszka présentera donc l'analyse et les résultats avec de nombreuses illustrations donc des hebdomadaires de droite qu'on a utilisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre parce que sinon ça peut potentiellement être un long monologue de notre part. On a aussi quelques questions à vous poser, donc voilà, on essaye que ce soit plus un échange un peu plus interactif, même si on aura plus de temps à la fin pour répondre aux possibles questions. Donc, de façon générale, une définition du populisme, parce que le populisme est donc utilisé de plus en plus et étudié aussi plus fréquemment ces dernières années. Mais la définition du populisme est relativement ouverte à débat car il existe différentes conceptualisations et définitions, notamment soit comme une idéologie, soit plus comme un style et une stratégie politique. Mais en règle générale, on peut dire que le populisme, c'est un phénomène politique qui est articulé autour du conflit. C'est une utilisation du discours pour connecter le peuple et confronter ceux qui ne font pas partie de ce peuple. Le populisme repose sur donc 3 éléments fondamentaux. Le premier étant la référence au peuple. Et le peuple est considéré vraiment comme une entité homogène où tout le monde aurait les mêmes valeurs et les mêmes idées. Et donc, le populisme, c'est vraiment s'adresser au peuple, un peuple qui est vu de façon relativement fermée. Le deuxième élément, c'est la critique des élites qui peuvent être à différents niveaux, aussi bien national, européen qu'international. Et les élites sont vues donc potentiellement comme corrompues, mais surtout comme complètement déconnectées de la vie du peuple. Or, comme ces élites prennent des décisions pour le peuple, ils sont critiqués puisqu'en fait, ils aggravent la vie du peuple qu'ils ne le connaissent même pas. Donc, le populisme repose vraiment sur cette opposition principale entre le peuple d'un côté et les élites de l'autre. Et enfin, certains auteurs mentionnent un troisième élément qui est donc l'exclusion de certains groupes qui sont vus comme désolée. Elodie, tu as disparu pour un moment? Et là, c'est bon? Là, c'est bien, oui, ça va? Désolée, je ne sais pas si c'est passé. Oui, ok. Donc, je disais, l'exclusion de certains groupes qui sont vus comme... donc, qui sont considérés comme ne faisant pas partie du peuple et qui sont considérés comme des ennemis du peuple car ils sont différents. Donc, on peut penser à des minorités, les étrangers, mais aussi la communauté LGBT, par exemple. Le populisme a de forts liens avec le nationalisme,
Donc, tous les deux sont des pratiques d'exclusion à l'écart de ceux qui ne font pas partie donc, du peuple pour le populisme et de la nation pour le nationalisme. Et c'est en effet, le populisme et le nationalisme sont une espèce de mise en exergue et de mise en valeur de la nation ou du peuple, finalement au détriment d'autres groupes. Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'est finalement quelles sont les caractéristiques du populisme à la polonaise, qui sont les partis populistes qui vous viennent à l'esprit, si on parle de populisme en Pologne, qui sont les élites qui sont critiquées et potentiellement les minorités qui sont exclues ou aussi critiquées par les acteurs populistes. Vous pouvez prendre la parole. La question. Oui. Vous répéter la question? Oui, bien sûr. Quelles sont les caractéristiques du populisme en Pologne, donc, qui sont les principaux partis populistes, par exemple? Par exemple, ils gouvernent par la peur, avec la peur. La peur. They make the people afraid. Oui, exactement. Ils gouvernent par la peur. La gouvernance avec très émotive. Cette gouvernance repose sur évoquer des instincts les plus bas dans la population. Oui, exactement. C'est vraiment le discours populiste repose exactement sur la peur contre les autres, finalement. Donc, ça passe aussi par une espèce de sécurisation du discours. Quelqu'un d'autre? Je pense que aussi les émotions sont été mentionnées. C'est pas seulement la peur, mais aussi des émotions diverses, l'indignation, diverses émotions qui sont comment dire, amplifiées dans le discours public aussi pour le but de polariser la société. Donc, je pense que c'est un élément qui était mentionné, qui est aussi très important ici. Oui, donc puisque pour vous le conflit c'est une composante importante du populisme, je dirais que l'aspect polémique à ce moment-là est directement en lien. Et moi je dirais que sur la scène politique polonaise, une très grande partie des partis sont populistes dans ce sens-là, en ce que la plupart des discours contiennent justement un positionnement très fort entre les adversaires et sur les différents sujets d'actualité. Et aussi, en Pologne, ce que nous observons, c'est que sur notre scène politique, nous avons des populistes de gauche et des populistes de droite. Donc, c'est les populistes de gauche qui évoquent plus cette différence entre le peuple et l'ennemi. Et moi, je dirais que les populistes de droite, c'est plus les inégalités sociales qui évoquent dans le discours. Je pense que c'est aussi une construction discursive de l'ennemi. Et cette construction discursive entre nous et les autres. Vous avez évoqué les élites, entre autres, c'est une partie de cela. Oui, absolument. Et je pense que aussi cette division entre nous et les autres peut être construite de la façon diverse, aussi pour le but
de l'actualité, on peut dire. C'est pas toujours très bien structuré, on pourrait dire. Et aussi, c'est important de voir que même si on parle du populisme de droite le plus souvent, et des fois on utilise ce terme populisme un peu comme le terme clé qui n'est pas très précis, on voit des discours populistes dans les partis divers, hein, différentes parties de la scène politique sûrement. Mais peut-être Elodie, si tu peux continuer. Oui. J'aurais encore une toute petite remarque. Je pense qu'il y a aussi un cycle de recherche de coupables pour tous les maux de la société, en même temps sans prendre aucune responsabilité pour ses propres actions, ses propres initiatives politiques, etc. Absolument. Si je pourrais ajouter quelque chose, je peux y aller. Merci. Je pense que le populisme est aussi l'homogénéisation de toutes les différences. Ça veut dire que la politique historique vise à homogénéisation de l'histoire, d'affiner, non, c'est pas seulement, de montrer le noir et le blanc. Ça veut dire remarquer que ce sont des deux fractions opposées qui jouent à l'histoire et qui ont une conséquence dans la vie quotidienne présente. Merci. Oui, merci beaucoup. Mais c'est exactement ça, c'est vraiment une espèce de vision binaire entre le peuple et finalement les ennemis divers qui viennent attaquer le peuple, on peut dire. Voilà, et donc en Pologne, on l'a mentionné, il y a divers partis populistes, mais il y en a aussi au pouvoir, donc qui influent encore plus les politiques publiques. Je vais continuer du coup sur le populisme et la science. Donc la pandémie a vraiment mis sur le devant de la scène les experts et les scientifiques. Donc on a pu voir les experts et les scientifiques s'exprimer dans différents médias et à différents niveaux. Et ils ont aussi conseillé les gouvernements sur les mesures à prendre, ce qui n'a pas toujours été respecté. Donc, il y a une certaine ambiguïté qui s'est développée vis-à-vis de la science, avec une défiance donc, qui est d'autant plus marquée dans les discours et dans les pratiques populistes. Et c'est encore plus important donc, à analyser quand il s'agit d'un parti populiste au pouvoir, car il impacte la gestion de la crise et les décisions des mesures sanitaires. Donc, il y a deux termes qui marquent vraiment cette relation ambiguë et complexe entre populisme et science, donc ils sont le populisme médical ou l'hygiéno-nationalisme, et qui marquent finalement une nouvelle forme d'opposition entre le populisme et la science. Je vois une main levée, je ne sais pas si on peut prendre la question maintenant, du coup. Si je peux, je voudrais ajouter que les scientifiques, ce sont des élites. Voilà. Ce sont des élites qui sont contestées par les populistes. Et en plus, quand on polarise tellement la scène politique, on doit en même temps l'unifier pour lutter contre la pandémie. Merci. Oui, exactement. Dans le discours populiste, les experts sont aussi vus comme des élites et dans ce sens critiqués. Donc, il y a une certaine forme d'opposition du populisme qui se crée donc, contre la science et contre les scientifiques. Et l'analyse donc, de discours durant la crise sanitaire
aux États-Unis, au Brésil et aux Philippines, donc qui ont tous les trois des partis ou des hommes populistes au pouvoir, ont montré qu'il y a vraiment 4 éléments qui résument cette stratégie populiste en temps de crise sanitaire. Le premier étant une certaine simplification de la pandémie. Notamment au début, on a pu entendre que c'était juste une grippe ou aussi utiliser des termes très simples et relativement une opposition relativement binaire sur ce qu'était la pandémie. Le deuxième élément est une dramatisation de la crise, donc avec l'utilisation d'un langage guerrier et une certaine théâtralisation des mesures mises en place. Le troisième élément est une fabrication de divisions au sein de la société. Et on a notamment pu entendre divers discours xénophobes et notamment xénophobes au début de la crise, notamment avec l'utilisation du virus chinois, etc. Et le dernier élément, c'est une revendication de connaissances scientifiques. Donc les leaders populistes ont une tendance à dire qu'ils comprennent la science et qu'ils ont leurs propres experts contre d'autres experts qui les critiquent. Donc, d'autres études ont montré que le discours populiste est basé sur donc, un vocabulaire guerrier vis-à-vis de la pandémie et une certaine mise en valeur des compétences du peuple et ou de la nation, donc encore le lien avec le nationalisme, et une volonté de gestion de la crise au niveau national et non international ou européen. Donc, on peut en conclure que le discours populiste en temps de pandémie, ça fait vraiment appel à l'attachement à la nation ou au peuple, et en demandant une réponse nationale face à des ennemis qui sont vus comme multiples, et le virus, et les élites, et d'autres groupes de la population. Donc là, c'était plus une certaine méfiance, défiance envers la science, mais le populisme peut aussi être lié à des positions complètement anti-science. Aux États-Unis, une étude a montré que le soutien au populisme était lié en la croyance en un complot, autour du Covid-19 et qui était aussi, le complot étant relayé aussi par les médias conservateurs et que cela favorisait donc une attitude de non-respect des mesures sanitaires et une hésitation face au vaccin. Les médias aussi, plus généralement, sont utilisés par les populistes dans leur communication. Donc, le média comme moyen de diffusion du message populiste, c'est la raison pour laquelle on a décidé de se baser sur une analyse médiatique. Et les recherches ont montré que les médias conservateurs, proches des partis populistes, sont plus susceptibles de diffuser de la désinformation à propos du coronavirus que les médias libéraux. J'ai vu qu'il y a une autre question. Oui, je voudrais juste ajouter, chanson change tellement de sujets qu'aux États-Unis, la défiance contre la science a des allures de renoncer aux crises climatiques. La crise climatique, c'est aussi les symptômes de populisme dans ce que vous dites, oui? Je veux dire que le renoncement de l'existence de la crise climatique serait une émanation du populisme d'après ce que vous dites. Oui, il y a aussi, ça peut aussi fonctionner pour le changement climatique, effectivement, cette espèce de critique de la science ou de méfiance de la science et des données scientifiques. C'est pas limité à la pandémie, même si là, c'est le cas qui nous intéresse. Je pense aussi, effectivement, que ça peut toucher d'autres parties de la science et notamment la crise climatique.
Merci. Bien. Maintenant, si on se focalise un petit peu plus sur la Pologne, donc le parti au pouvoir, donc Droit et Justice, peut être considéré comme un parti populiste. Et c'est le parti qui a la majorité dans la coalition de Droite Unie, qui est donc au pouvoir depuis 2015 en Pologne. Et c'est un parti non seulement populiste, mais qu'on peut aussi qualifier de conservateur, nationaliste et eurosceptique. En ce qui concerne les médias en Pologne, donc je pense que ça c'est rien de nouveau, mais ils sont extrêmement divisés. Ils forment vraiment deux camps en complète opposition, qui sont très politisés et très polarisés. Et il y a une certaine domination dans la sphère médiatique du parti au pouvoir. Et en ce qui concerne la crise sanitaire, donc en Pologne, donc a débuté en mars 2020 avec donc la première vague de Covid-19. Finalement, en comparaison notamment avec les autres vagues, la première vague a peu touché la Pologne en termes de nombre de cas. Et la première vague est aussi marquée par les élections présidentielles qui, donc, de mai 2020 ont été reportées à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 2020. Et ça a grandement influencé la gestion de la crise, notamment sur quand, comment avoir les élections présidentielles. La deuxième vague de Covid-19 était donc en automne 2020 et la troisième au début du printemps 2021. Et ces deux vagues ont beaucoup plus impacté la Pologne en termes de nombre de cas. Et aussi, ce qui est important à noter, c'est qu'à partir de la troisième vague, il y a une espèce de nouvel aspect de la crise, avec notamment les vaccins et la diffusion des vaccins un peu plus générale au niveau de la population, qui change un petit peu la donne de la crise et aussi qui change ce rapport à la science, où là, la défiance vient vraiment contre les vaccins. Mais notre analyse est vraiment sur la première partie donc de la crise, donc du début de l'année 2020 jusqu'à la mi-avril 2021. En ce qui concerne les hebdomadaires de droite, qui est le matériel qu'on utilise, les hebdomadaires de droite sont donc moins populaires que les hebdomadaires libéraux en termes de vente et de diffusion, mais ils sont extrêmement proches donc, de la coalition de la droite unie. Ils reçoivent un soutien notamment économique de la part de la coalition et ils sont d'une certaine façon utilisés comme un instrument de promotion des idées et des discours idéologiques donc du gouvernement de la droite unie. Et on peut voir des thèmes qui sont relativement synchronisés entre les thèmes lancés par le gouvernement et les thèmes abordés dans les hebdomadaires. Ce qu'il en est des données qu'on a analysées. Donc, on s'est focalisé sur 3 hebdomadaires de droite, donc Gazeta Polska, Trzeci et Dojece. Du début d'année 2020 à la mi-avril 2021, donc ça représente au total 200 éditions d'hebdomadaires. Il y en a 34 sur lesquelles la une de l'hebdomadaire avait pour sujet principal la crise de coronavirus et 56 autres pour lesquels la crise était abordée, mais plus en sujet secondaire. Donc, c'est 90 une d'hebdomadaires ont été analysées. Et je vais laisser Agnieszka parler des résultats et de l'analyse. Et je ne sais pas si tu peux changer toi-même les slides, si tu veux que je fasse. Merci, Elodie. Je ne sais pas si je peux changer les slides, mais peut-être on va garder la présentation et je vais te demander de changer les slides, si ça va. Oui, alors comme on en a déjà parlé, c'est
c'est la première partie de la crise qu'on a analysée. Et d'abord, évidemment, c'était un matériel un peu sensationnel qu'on voit. C'était un virus nouveau qui provenait d'une autre partie du monde. Donc, il a entré sur les premières des hebdomadaires vers février-mars du première année de l'épidémie. Et on voit que d'abord, c'était un peu le mystère. On voit déjà sur la première de Cecchi ce titre avec les meilleures théories du complot sur le coronavirus. Et bien sûr, c'était une période dans laquelle on se demandait d'où le coronavirus vient. Il y avait des théories qu'il était échappé d'un laboratoire, tout ça. Ça, on se rappelle. Donc, ce sont plutôt les théories de complot sur l'origine et le caractère du virus. Et ensuite, quand le vaccin est introduit, ces théories de complot changent un peu de contenu. On ne parle plus tellement de l'origine de la pandémie. Alors, on voit que cette tendance à penser à théorie de complot commence déjà au début. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Cecchi s'identifie avec ces théories de complot, mais quand même, cet intérêt à expliquer et à toucher à ces théories qui sont populaires, duquel les gens parlent, ça se voit déjà. Comme Elodie a parlé avant, nous a dit avant de cette tendance des populistes d'utiliser la xénophobie, on voit aussi que cette épidémie était d'abord nommée une épidémie chinoise. C'était aussi ce que le président américain a mentionné, c'était le terme qu'il utilisait aussi. Donc, Cecchi et Dojec, on voit ces éléments plutôt populistes dans leur traitement, dans leur première mention de la pandémie. Gazeta Polska adopte une approche un peu plus balancée, on pourrait dire, en ce moment, à moi. Et on voit que c'est plutôt un sujet nouveau qui doit être discuté, et c'est pour ça qu'il y a la première avec le titre tout sur le coronavirus et avec cette image du globe et le virus en même temps. Donc, ça suggère déjà que c'est une affaire globale, que c'est une crise globale dont on a expérience. Elodie, est-ce que tu peux changer de slide? Et ce qu'on a observé en analysant les hebdomadaires, les premières des hebdomadaires, que le langage et le cadrement de cette première vague du coronavirus a été très militaire. Donc, on voit que face au danger qui était à ce moment pas très bien connu, qui arrivait de l'extérieur, les hebdomadaires avaient vraiment utilisé ces champs lexicaux militaires, la guerre au virus, la lutte contre le virus, la lutte contre l'épidémie. Vous voyez ici une des titres, voici le plan polonais pour lutter contre l'épidémie.
on voyait plusieurs références à cette atmosphère guerrière, le front de la lutte, le coronavirus contre-attaque. Je vais vous montrer cette couverture de l'hebdomadaire en quelques minutes. On voit aussi que le coronavirus est souvent traité comme l'ennemi, mutation du coronavirus, la nouvelle phase de l'ennemi. Gagnerons-nous la guerre contre la peste? La peste, c'était aussi une référence assez fréquente, bien sûr, assez ancienne, historique, on dirait, qui était utilisée surtout dans la première réaction à cette situation. On voit déjà que cette atmosphère guerrière demande une unification, une solidarité nationale. Donc, cet élément de populisme comme le peuple qui vient, qui se rassemble, qui est homogène, qui est monolithique, qui suit ses leaders politiques. On pouvait vraiment l'observer. Vous voyez à droite une des couvertures, une de première de Chetty qui montre exactement ça, le temps d'une grande épreuve pour la Pologne. On voit les couleurs nationales aussi. Donc, le symbolisme ici est très, très visible, bien que le drapeau national juste derrière le ministre de la Santé sur une autre couverture qui parle d'un plan de guerre avec l'épidémie. Est-ce qu'on peut changer de slide? Merci. Et dans cette atmosphère de la guerre, d'une lutte avec le virus, on observe que, évidemment, on a besoin des dirigeants qui sont des généraux, des leaders, des hommes militaires, mais aussi des autorités médicales qui sont représentés comme héros dans cette épreuve. Donc, ils sont surtout le ministre de la Santé, mais aussi des autres personnages du gouvernement, le maréchal du Parlement de Sejm, Karczewski, il est aussi docteur et on voit que son rôle comme docteur, comme médecin est souligné ici aussi. Et ces personnages sont présentés comme les sauveurs de la nation qui sont prêts à se sacrifier pour le bien collectif. Surtout cette histoire de M. Karczewski qui abandonne son poste politique pour aller travailler dans l'hôpital. Ça nous illustre cette tendance à voir les hommes politiques comme ceux qui se sacrifient pour les patients. Effectivement, un des titres nous montre cette approche dans laquelle la Pologne entière est le patient du ministre de la Santé. Donc, on voit ici une métaphore organique qui présente la nation comme presque comme un corps humain. Et la mission du ministre est de prendre soin de ce corps en danger, de ce corps malade. Donc, on voit que ce sont des héros nationaux politiques, mais aussi grâce à leurs compétences médicales, les sauveurs ou ceux qui vont combattre le virus et prendre soin du peuple, de la nation. Est-ce qu'on peut changer de slide?
Et on voit que la seconde vague et aussi la troisième, cette atmosphère est un peu différente parce que on observe beaucoup moins de mobilisation. C'est beaucoup plus difficile à convaincre la société que qu'il faut respecter les restrictions, le confinement et tout ça. Donc, ce langage continue à faire référence à ce vocabulaire de guerre, mais il n'est plus tellement plein de mobilisation comme avant. Et on voit des références comme « il faut survivre à l'hiver », par exemple, et contenir l'épidémie, que la victoire est proche. On voit aussi que le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, donne une interview quand il dit « on peut déjà voir la lumière dans le tunnel ». Et aussi, dans le discours des hebdomadaires de droite, on voit aussi un genre d'optimisme qui est aussi lequel on peut observer aussi dans les paroles des hommes politiques. Jarosław Kaczyński, par exemple, dit que nous devons d'abord contenir l'épidémie, puis nous lancerons une offensive ambitieuse. Adam Glapiński, qui parle de l'économie, dit qu'une fois la pandémie terminée, nous chargerons comme un ouragan. Donc, il y a cette promesse, cet optimisme que si on persiste, si on arrive à combattre la pandémie, le virus, on peut avoir l'espoir aux leaders qu'ils vont reconstruire l'économie, qui promettent une vision optimiste pour leurs électeurs. On voit que ces langages aussi nous montrent que c'est une expérience très fondamentale. Et en fait, une des couvertures de Sieci montre le ministre de Santé Adam Niedzielski, qui a remplacé le ministre Szumowski, comme vous peut-être vous rappelez, qui dit « La pandémie a changé notre monde pour toujours ». Donc, c'est une vision optimiste, mais quand même, il faut s'attendre que le monde ait changé, que notre expérience sera différente dans le futur. Elodie, est-ce qu'on peut changer de slide? Merci. Alors, cette atmosphère guerrière se montre aussi quand on parle de l'ennemi idéologique, parce que comme vous pouvez observer, probablement aussi en observant la vie politique polonaise, le grand ennemi idéologique est certainement l'opposition. Et comme vous vous souvenez probablement, ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'était une nouvelle vague, on pourrait dire, des manifestations pour les droits des femmes, la grève des femmes. Et pendant ce temps-là, on a aussi observé que particulièrement Gazeta Polska a essayé à illustrer ces manifestations comme dangereuses pour la santé publique. Et les femmes, les autres personnes qui ont participé dans la grève, les organisatrices, les hommes politiques de l'opposition
ont été accusés de transmettre la peste et la mort. C'est aussi visible sur l'image que vous voyez. Ils ont été appelés les semeurs de la mort. Donc, des accusations très, très graves, très, on pourrait dire, fortes comme expression, comme symbolisme. Donc, c'est la guerre dans laquelle on a aussi un ennemi idéologique qui met le peuple en danger. Elodie, est-ce qu'on peut changer? Merci. Bien sûr, ce n'est pas seulement les actions du gouvernement, des hommes politiques qui nous intéressent, pas seulement ce cadre de la guerre avec les virus, mais aussi, comme on en a parlé un peu plus tôt, cette relation à la science. Comment les gens voient la pandémie, bien sûr, dans la représentation des hebdomadaires de droite. Et bien sûr, comme la crise sanitaire est aussi une crise sociale, crise culturelle, et elle cause une incertitude, anxiété collective. On observe des attitudes diverses. Il y en a ceux qui font confiance à la médecine, à la science, aux institutions. Et il y en a ceux qui se méfient, qui sont plus... qui n'ont pas tellement confiance des recommandations médicales. Tout d'abord, les restrictions et après aussi les vaccins qui ont été introduits en Pologne aussi, comme dans les autres pays de l'Europe aussi. Et on voit comme ce sont les hebdomadaires qui déclarent des valeurs conservatrices. On voit aussi un attachement à la religion, donc il y a cet aspect d'essayer à comprendre ce qui se passe d'une façon spirituelle, de faire référence à la religion, ce qu'on va montrer dans un moment. Et on voit que les hebdomadaires ne présentent pas une approche très cohérente, qu'ils jouent un peu avec ces théories de complot, qu'ils jouent un peu avec des attitudes diverses, parce qu'ils veulent répondre à ce que s'attendent de groupes de lecteurs différents. Est-ce qu'on peut changer? Alors, on a une groupe de premières des hebdomadaires qui font référence à la science, mais très souvent la science est présentée dans le cadre national, dans le cadre patriotique, on peut dire, parce que souvent ce sont c'est un espoir que ce sera la science polonaise qui va trouver quelques médecines ou une solution pour le virus. Donc, on voit une des couvertures qui dit « La clé polonaise au coronavirus, la grande découverte des chimistes polonais, nous sommes plus proches du médicament contre le Covid-19 ». Une autre dit « La Pologne produira un vaccin. Nous révélons comment se déroulent les préparatifs pour la production de vaccins polonais contre la Covid ». Bon, on n'a pas entendu vraiment de succès spectaculaire dans ce champ-là. Donc,
c'était plutôt une espérance que la réalité, comme on a pu observer. Mais quand même, on voit cette imagerie de la science qui apparaît au moment d'hiver. Est-ce qu'on peut changer? Et comme je dis juste avant, on voit aussi particulièrement au moment des fêtes religieuses, c'était les deux premières qu'on voit ici, c'était pendant les Pâques 2020. On voit que la pandémie est inscrite dans le contexte religieux. Dojec montre l'image de la Vierge qui montre la force de la foi en temps de peste. On peut dire que aussi ce vocabulaire un peu historique est montré ici. Et Chetty suggère un peu que peut-être la pandémie, c'est un genre de punition de Dieu. Donc, on voit le conquérant de la mort, de l'enfer et de Satan. Si le Dieu nous parle à travers les événements, il ne peut difficilement être plus clair actuellement. Donc, il y a une suggestion que peut-être c'est un message divin, un genre de punition ou de réponse à ce qui se passe sur Terre, qui est un genre de, comment on dit, warning, un genre de... Elodie, tu dois m'aider ici. Avertissement. Avertissement. Oui. Excusez-moi, mais je travaille surtout avec l'anglais dans mon travail de recherche, donc des fois le français me manque. Alors, excusez-moi pour quelques problèmes linguistiques. Est-ce qu'on peut passer à slide prochaine, suivante? On voit avec cet exemple de recours de la religion, on voit que, bien sûr, cet élément d'irrationalisme, c'est quelque chose qui est souvent, qui apparaît souvent dans le contexte des phénomènes qu'on ne sait pas comment expliquer, qui sont difficiles à rationaliser. Et bien sûr, la pandémie peut être considéré comme un phénomène comme ça. Et entre l'irrationalisme, on peut observer, bien sûr, le recours aux valeurs plus traditionnelles, comme ceux de la religion, comme on en a parlé juste avant, mais aussi le recours aux théories du complot, des théories diverses pour expliquer comment ça se peut qu'on a une pandémie globale et comment elle est gérée par des forces internationales, on peut dire, ou par des institutions internationales. C'est là, la première ici de Gazeta Polska, on voit les deux phénomènes, donc le recours à la religion, le croix qui a arrêté la peste, c'est le titre principal. Et puis, à droite, on voit un genre de théorie de complot, donc la spéculation sur le personnage du chef de WHO, de OMS, qui est caractérisé comme menteur communiste favori de la Russie et de la Chine. Donc, ça suppose qu'on ne peut pas il faut se méfier de l'organisation entière. Et en fait, ces jeux et ces références aux théories de complot, même si pas dominantes dans les hebdomadaires de droite. Elodie, est-ce qu'on peut changer? Et moins peut-être Gazeta Polska, mais en particulier les hebdomadaires de Chetty et Dojec
semblent un peu plus sceptiques à l'égard de la science et ils mettent souvent en question les mesures adoptées par le gouvernement polonais. Donc, on voit que l'appui au gouvernement peut être des fois un peu moins fort et quelques mesures sont critiquées. Et on voit aussi que ce sont souvent les théories des complots globales duquel on voit la référence. Donc, par exemple, on a le titre « Comment nous nous sommes fait faire peur ? Covid-19, pandémie ou psychose ». Très souvent, les théories de complot sont mentionnées en forme de questions. Donc, ce n'est pas un genre de conviction que l'hebdomadaire exprime, mais c'est plutôt une question, un doute, un genre de discussion qui est introduite pour peut-être répondre aux doutes qu'on peut trouver entre les lecteurs de cette hebdomadaire. Elodie, est-ce que tu peux montrer pour un moment la slide oui, parce que c'est celle-là, comment on se fait faire peur. Et ici aussi, on voit les gens avec les yeux couverts et on voit un genre de peur collective qui a été évoquée par la pandémie. Et ça fait bien sûr référence à cette théorie de complot que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe, que ce sont des divers mouvements internationaux qui font peur, qui ont causé la situation de psychose comme c'est positionné ici. Est-ce que tu peux retourner à la slide d'avant? Un autre titre, comme vous avez déjà vu, panique infectieuse, les idées les plus extrêmes pour lutter contre le Covid-19. On voit surtout dans le visuel le cri de Munch qui est représenté ici sur cette couverture, que c'est la peur plus que le virus qui est le problème ici, c'est la suggestion. Et puis, il y a aussi des spéculations diverses sur l'origine du virus, comme on a déjà parlé. D'où vient cette peste, arme biologique ou une anomalie de la nature? La Chine a caché des informations sur le coronavirus au monde pendant de nombreuses semaines. Par conséquent, beaucoup ne croient pas à la version officielle. C'est assez clair. Test choquante, est-ce une fausse pandémie? Le coronavirus est-il vraiment une menace mortelle pour l'humanité ou s'agit-il d'une grande manipulation pour laquelle les forces puissantes veulent atteindre des objectifs cachés? Ici, on voit des éléments typiques en théorie du complot, donc manipulation, force puissante, objectif caché, quelque chose de mystérieux qui se passe d'une manière cachée, d'une manière qui n'est pas accessible aux gens réguliers. Donc, on voit une corrélation avec ces idées populistes qu'il y a quelques élites qui sont en train d'organiser un complot contre le peuple et de cacher quelques faits du peuple. Est-ce qu'on peut passer Et oui, quand on finissait notre analyse, c'était le temps quand les vaccins devenaient un peu plus accessibles au public.
oui, c'était la première vaccination qui prenait place en Pologne en ce temps-là. Et on voit bien sûr que c'était un nouveau chapitre, on pourrait dire, des discussions sur les théories de complot. On voit un peu comment ça pourrait se passer. Déjà, Gazeta Polska parle de guerre de vaccins, qu'en fait, quel vaccin est adopté, c'est un genre de lutte pour avoir le pouvoir en Europe. On voit cette imagerie très forte de conflit, de rivalisation, etc. Et bien sûr, au premier moment, quand les vaccins ont été introduits en Pologne, un scandale a eu place parce que il y avait des personnes très bien connue, en particulier une actrice très fameuse, Krystyna Janda, qui a été parmi les premières personnes à être vaccinée. Et bien sûr, comme Janda est très critique, souvent opposée au gouvernement, elle critique souvent, bien sûr, les hebdomadaires de droite ont pris cette occasion pour dire oui, ce sont des élites libéraux qui profitent de leur position pour prendre les vaccins au premier. Donc, on voit cet élément populiste aussi en ce moment. Je vois une main, Madame Katarzyna. Il faudrait quand même souligner que ces personnages ont sauté le camp. Alors, c'est vrai. C'est un peu illégal ce qu'ils ont fait. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce sont les personnages qui n'ont pas attendu leur part. Bien sûr, il y avait des explications. Après, on ne va pas peut-être entrer dans tout le cas, mais quand même, évidemment, ça a servi comme un matériel parfait pour parler des élites qui ont sauté la queue, qui ont des privilèges, qui sont quand même dans une position privilégiée en comparaison avec les Polonais réguliers. Oui. Donc, c'est un moment où ces divisions apparaissent. Une nouvelle discussion commence sur le vaccin. Et c'est aussi un moment où on a fini notre analyse. Peut-être une seconde partie devrait être réalisée. On en pense, bien sûr. Mais c'est ici qu'on finit l'analyse pour ce moment. Et ce qu'on peut voir à la fin, c'est que les hebdomadaires de droite bien sûr, produisent cet effet de scandale, de couvertures très colorées, très expressifs, mais bien sûr, on le voit supporter, on le voit en ligne avec le gouvernement, mais aussi on le voit un peu ambivalent face aux actions du gouvernement. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, cette ambivalence peut être observée quand on voit, bien sûr, le soutien des politiques de la droite populiste. Comme on en a parlé, ils sont présentés souvent comme ceux qui sauveront le peuple d'une menace sanitaire mortelle, mais aussi ceux qui protègent le peuple, la société des ennemis idéologiques en Pologne, mais aussi dans
global, on pourrait dire. On voit aussi une tendance à ébranler la confiance du public dans la science. Bien sûr, les théories de complot ne sont pas encouragées directement, mais il y a des questions qui sont formulées pour semer le doute chez le lecteur. Aussi, on voit la critique des actions impopulaires des autorités. Il y a, je ne l'ai pas montré, mais si vous voulez, on peut le trouver aussi assez facilement. Il y a des premières qui font référence au confinement, aux restrictions qui sont critiquées assez sévèrement. Donc, peut-être les leaders de la droite ne sont pas attaqués directement, surtout pas les personnages les plus connus, les plus puissants aussi, comme Jarosław Kaczyński, mais il y a une certaine distanciement si on parle des restrictions et des actions impopulaires. Bien sûr, c'est une stratégie assez effective parce que ça sert aux hebdomadaires de conserver un lectorat stable, de refléter divers courants de la droite, de la scène politique polonaise. On pourrait dire que quand même l'alliance avec les acteurs populistes est très durable, même si les hebdomadaires représentent un ensemble de points de vue plus diversifiés que ce à quoi on pourrait s'attendre, étant donné cette polarisation très forte de la scène politique polonaise. Alors peut-être c'est ici qu'on va finaliser notre présentation et on aura bien envie d'en discuter un peu plus avec vous. S'il y a des questions, on serait ravis de répondre, peut-être d'en penser tous ensemble. Oui, merci beaucoup. Je Merci vous pour le moment. Pour cette présentation et je voudrais maintenant ouvrir le débat justement, mais avant une petite remarque, j'apprécie beaucoup votre méthodologie, notamment le choix du corpus, parce qu'à travers votre analyse, on voit très bien que les unes des hebdomadaires sont vraiment évocatrices. N'est-ce pas? On peut en lire vraiment beaucoup. D'accord, je laisse les autres poser les questions ou formuler des remarques. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? C'est une, c'est première, beaucoup plus au fond parce que c'est les titres et les images qu'on pourrait regarder encore plus au profond, mais peut-être il y a des questions ou des commentaires. J'aurais une question pour commencer, assez courte. Pensez-vous que cette stratégie est plutôt opportuniste ou bien fait partie d'un plan long terme, bien planifié, avec des buts précis? C'est une bonne question, c'est une excellente question en fait, parce qu'on voit certainement que si on voit les hebdomadaires de droite, il y a certainement certaines stratégies plus à long terme qu'on peut observer dans les thèmes divers. Par exemple, c'était très visible quand cette attaque aux minorités LGBT était effectuée que c'était vraiment un cycle très pareil de ce qui apparaissait dans les hebdomadaires de droite et de ce qui était dit par les représentants politiques les plus connus. Donc, on peut voir que certains thèmes sont lancés dans ces hebdomadaires intentionnellement, mais aussi
et spécialement, je pense, dans ce cas de la pandémie de Covid-19, on voit beaucoup de l'opportunisme, de ce genre de double jeu un peu, de ce genre de semer les doutes un peu et de se distancier de quelques pratiques ou quelques décisions politiques pour ne pas perdre des lecteurs plus critiques qui critiquent le gouvernement un peu plus dans ce moment de la pandémie. Je ne sais pas si... Elodie, peut-être tu as quelque chose à ajouter. Non, enfin, juste vraiment, on voit vraiment différents jeux, on va dire, sur critiquer un petit peu, mais pas trop, contester la science un petit peu, mais pas trop, pour justement essayer de couvrir un maximum de personnes qui pourraient lire ces journaux-là. Mais c'est moins, en tout cas, ça semble moins préparé que certains autres discours ou exclusion d'autres minorités, par exemple. Oui. Alors, j'avais une question sur le choix de corpus. Donc, le corpus, effectivement, c'est d'hebdomadaires plutôt de droite. Qu'est-ce qui vous a orienté à exclure les autres? Est-ce que c'est un matériau un peu moins riche, peut-être? Parce que je sais que le côté droite, extrême droite, est assez riche en matériaux d'analyse. Donc voilà, est-ce que c'est par un manque de matériel propre ou par une question de contrainte de temps pure et simple? Je peux commencer peut-être. Oui, en fait, c'est un matériel très opulent, donc on voulait vraiment penser à cette perspective de droite, et même si, bien sûr, c'est très intéressant de voir tous les côtés du débat public, mais on devrait vraiment se limiter à un matériel beaucoup plus petit, on pourrait dire, parce que c'est quand même, il y a encore peut-être 3 ou 4 hebdomadaires libéraux qui seraient aussi intéressants. Mais sûrement, on peut dire que on voit une différence entre les hebdomadaires de droite, ces 3 dont on a parlé, et les hebdomadaires libéraux qui essayent de montrer un peu une image encore plus complexe, on pourrait dire. Les hebdomadaires de droite sont peut-être plus simplistiques et sont beaucoup plus basés sur l'opinion que, par exemple, reportage, investigation. Je ne sais pas si ça existe. Et donc, c'est aussi un peu un style divers. C'est aussi un style qui a la polarisation comme but, comme objectif. Ce sont les hebdomadaires de droite sont sûrement un peu plus scandalistes dans leur forme, dans leur esthétique aussi. C'est un peu plus tabloïd, on pourrait dire, que les hebdomadaires libéraux. C'est bien sûr une généralisation, peut-être. Il faudrait vraiment analyser un peu plus au profond, mais c'est une observation peut-être plus générale. Je crois que ce qui est aussi intéressant avec les hebdomadaires de droite, c'était aussi leur rapport avec le parti au pouvoir, parce que finalement, si on part sur des hebdomadaires libéraux, la critique du gouvernement sera, en tout cas, j'imagine, relativement présente, ou plutôt simple à faire, alors que là, il y avait vraiment une espèce de jeu qu'on voulait voir, enfin, qu'on ne savait pas qu'on allait voir, mais voilà, qu'on a pu analyser avec le parti au pouvoir.
Pour continuer un peu ce point, y a-t-il une polarisation interne à cause d'une narrative contradictoire, d'un discours contradictoire qui peut changer d'un jour à l'autre, où le lecteur d'un hebdomadaire de droite se retrouve avec des informations contradictoires et commence à discuter avec un autre lecteur sur le nouveau sujet du jour? Ou même entre différents hebdomadaires de droite. Je dirais qu'ils sont plutôt pareils parce qu'on voit que très souvent les thèmes qui sont, on pourrait dire, le thème du jour, aussi ceux qui sont très, on pourrait dire, populaires entre la partie de droite, ils sont ceux qui apparaissent en même temps dans tous les trois hebdomadaires. Donc, on voit une unanimité plutôt visible si on voit ces hebdomadaires dans une perspective plus longue. Mais si on parle de la pandémie, si on parle du Covid-19, on a observé un genre de différence entre Gazeta Polska et Sieci do Rzeczy qui ont été un peu plus penchés aux théories du complot. Gazeta Polska est un peu plus traditionnelle, on pourrait dire, un peu plus conservateur, un peu plus peut-être aussi adressé aux lecteurs un peu plus âgés, on dirait. C'est aussi un hebdomadaire qui est lié au club de Gazeta Polska. Il y a des clubs de gens qui se voient régulièrement. Je ne sais pas maintenant, pendant mais qu'on peut observer. Donc, c'est un peu un milieu différent. Le Sieci do Rzeczy aussi ont une présence sur l'Internet un peu plus prononcée que ceux de Gazeta Polska, on pourrait dire. Donc, il y a quelques différences, mais en fait, on voit très souvent un genre de coordination de thèmes, peut-être aussi lié au milieu de PiS, de la partie au gouvernement. Peut-être c'est une réponse pas tout à fait satisfaisante, mais ce sont les observations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Peut-être il y a encore des questions. Oui, Kinga. Oui, merci beaucoup pour vos présentations, votre intervention, c'était très riche et très intéressant. Moi, j'aurais deux petites questions et une remarque. La remarque, c'est peut-être, ça marche en deux sens, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est le discours qui reflète une opinion populiste, de populiste d'une partie de la société qui votait pour le parti de droite, mais aussi, en même temps, ces opinions reflètent ce que la presse présente, c'est-à-dire quand la presse présente la théorie de complot, les gens vont pas se vacciner. Les gens qui ne vaccinent pas lisent certains hebdomadaires de populistes. Donc, c'est ça un petit peu un phénomène dangereux aussi. Ma première question concerne plutôt l'aspect de la religion. Vous avez mentionné que ces hebdomadaires mentionnait beaucoup le côté religieux. Est-ce qu'il concerne aussi une place pour l'Église? Parce que moi, j'ai suivi durant la pandémie la fameuse Radio Maria, qui est très active en Pologne, présentée par le fameux prêtre Rydzyk. Donc, cette radio politisait bien fortement la position, toute la pandémie, aussi le rôle de l'Église durant cette pandémie, présenter l'Église comme ceux qui allaient libérer le monde justement de cette pandémie. Est-ce que l'Église a présenté comme telle
dans le discours. Et la troisième question, est-ce que vous allez continuer vos recherches durant la prochaine vague? Nous sommes en 5e vague. Est-ce que vous continuez vos recherches? Vous analysez toujours les hebdomadaires de droite, mais peut-être aussi les hebdomadaires de gauche qui sont aussi populistes. Merci. Je ne sais pas si Elodie, tu peux aussi répondre si tu veux, mais oui, je peux peut-être commencer parce que certainement, oui, je vais commencer peut-être par la fin, par la dernière question. Oui, on analyse encore les hebdomadaires de droite. En fait, la recherche, la partie de recherche que je fais dans ce projet sur le populisme, de mon côté, j'analyse ces phénomènes culturels liés au populisme plus que les phénomènes politiques. J'ai analysé les hebdomadaires de droite, pas seulement dans le temps de pandémie, mais depuis 2015. Choisissant des thèmes divers, donc ça sera un peu plus diversifié en général, pas seulement lié au Covid. Mais j'ai une collègue qui analyse des discours de politiques, des hommes politiques, de femmes politiques aussi, dans les hebdomadaires de gauche, libéraux, donc c'est un peu plus diversifié. Quand même, comme on étudie le phénomène du populisme en Pologne, bien sûr, ces hebdomadaires de droite sont les plus intéressantes si on parle de populistes au pouvoir, de ce discours qui sont, on peut dire, légitimés par le populiste au pouvoir. Quant à l'Église, c'est aussi un thème très, très intéressant, même si peut-être sur les premières, il n'est pas tellement présent, au moins pas tellement dans le contexte de la pandémie. On a vu, bien sûr, des références aux figures de l'Église, au pape, comment on dit, Jędraszewski, l'archevêque, oui. Donc, on voit dans ce monde très polarisé un genre de l'appui ou de la défense de l'Église comme institution, sûrement. Mais je ne sais pas si je peux en dire encore plus dans le contexte de la pandémie parce que c'est pas tellement visible dans cette première. C'est plutôt peut-être visible dans les interviews, dans les articles, dans les hebdomadaires. c'est peut-être tout. Elodie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, pas vraiment. Je pense que tu as tout. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ou remarque? Moi, j'ai encore une question. Est-ce que vous avez pensé peut-être de comparer le discours populiste en Pologne, peut-être par exemple en France, justement concernant le Covid? Elodie, c'est à toi. Hein? C'est toi qui connais le contexte français le mieux. Donc. On n'y a pas vraiment pensé, mais effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, la différence serait d'avoir d'un côté un parti populiste au pouvoir et pas de l'autre. Mais effectivement, je pense que ça pourrait être très intéressant, notamment sur le rapport à la science, etc., qui a eu des énormes polémiques en France sur ça. Donc, en effet, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Est-ce que, par exemple, pour vous, Elodie, vous êtes française,
c'était pas trop choquant de voir ce discours sur le Covid venant de la presse de droite, parce que moi-même, je suis choquée par certaines images que je viens de voir. Mais les unes sont extrêmement, extrêmement choquantes. Tout est basé sur les émotions, sur la polémique. Et c'est vrai que mais de façon relativement générale, pas que sur la pandémie, je dirais, les unes des hebdomadaires polonais sont beaucoup plus visuelles qu'en France, je trouve. Oui, c'est ça, c'est même pas le contenu, c'est justement les illustrations qui vont avec, qui jouent plus sur l'imaginaire, justement, autour de la pandémie, qui déjà elle-même, elle fait très peur. Oui. Les images sont fortes. Merci de nous les avoir montrées. Oui, ce qui nous choque, ce qui m'a choqué aussi en regardant les images présentées par vous, mais aussi au cours de la pandémie, en regardant les couvertures pendant des mois, c'est le choix de la stratégie de communication, parce que on voit vraiment, comme vous avez aussi mentionné, que c'est très proche des tabloïds, n'est-ce pas? Et on ne s'attend pas vraiment à ça. Ce sont des titres, on dirait, sérieux. Et vraiment, ce choix de stratégie de communication peut être choquant. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, vous avez dit que vous avez analysé les couvertures, les unes des hebdomadaires depuis 2015. Donc, ça peut être intéressant de voir, de comparer ces choix de stratégie en fonction des sujets, n'est-ce pas? Donc, ça m'intéresserait aussi de voir, de connaître des résultats d'une telle analyse. Je vois encore la main levée de Katarzyna. Je voudrais justement, si je pourrais, remercier d'être l'analyse qui était très informative, enrichissante et a très bien récapitulé notre vie politique qui a daté de ne pas si longtemps. Et je voudrais remercier OKF d'avoir organisé ce débat. Merci, grand merci. Merci. Moi, j'aimerais demander, si je peux, par quoi, est-ce que ou par quoi dans ces journaux, on ne laisse pas parler le médecin ou le scientifique pour les vaccins et contre les vaccins, voyez, pour qu'on puisse laisser les paroles, voyez, pour les groupes opposés. Parce qu'à ce moment-là, bon, on voit qu'il y a la liberté de la parole et les gens puissent quand même avoir leur propre opinion, parce que c'est pas complet dans tout ce qui est présenté. Bon, je n'ai pas tellement entendu quand même de cette genre de informations. Oui, sûrement on observe des personnes diverses qui prennent la parole dans ces hebdomadaires. Entre eux, les médecins, on peut dire, qui sont des experts respectés, virusologues, épidémiologistes, mais aussi peut-être dans les hebdomadaires de droite, on observe un peu plus d'ouverture, on pourrait dire,
à des personnes qui questionnent, qui contestent ce savoir médical, on peut dire, de mainstream, qui sont un peu plus critiques et ambivalentes à regard des vaccins, etc. On n'a pas vraiment encore eu le temps d'analyser les hebdomadaires dans cette période quand le vaccin était introduit. Donc, peut-être on ne va pas parler de cette partie-là, mais c'est sûrement... on a un débat un peu plus complexe sur les vaccins, un peu plus de scepticisme, de méfiance du vaccin dans ces hebdomadaires-là en comparaison avec les hebdomadaires libéraux. Donc, c'est peut-être une réponse. Merci beaucoup. Il faut malheureusement qu'on s'arrête là. Encore une fois, un grand merci à nos invités pour cette intervention très riche et à tout le public pour le débat. Et comme j'ai déjà dit, c'est notre dernière séance de ce semestre, mais je vous invite déjà à la rencontre du 23 février qui ouvrira le semestre prochain. Et on va parler avec Ania Szczepańska, chercheure de l'Université Paris, de son livre sur l'histoire visuelle de Solidarność. J'invite les étudiants à se réinscrire au séminaire, mais pour l'instant, je rappelle qu'il faut valider ce semestre. Je vous ai envoyé un mail lundi. Et en effet, les critères de validation de ce cours sont la présence, la participation et une courte discussion qui abordera les sujets de nos séances de ce semestre. Je vous ai proposé de nous voir en ligne pour ces entretiens la semaine prochaine, le 2 février, à partir de 10h, oui. Et merci de remplir le tableau que vous trouverez dans ce mail pour indiquer vos horaires. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, c'est tout. Un grand merci pour aujourd'hui, pour ce semestre en général. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir parler avec les séminaires, de vous connaître aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.